Avril 1999, dans le Morbihan, en Bretagne, à 35 km de Vannes, près de Pluvigné. Toute la famille Lecouviour est réunie autour de son patriarche, Eugène, qui fête dans le faste ses 80 ans. Une famille fortunée et recomposée. Eugène a eu 3 enfants d'un premier mariage, Philippe, Catherine et Jean-Jacques. Cet industriel qui a réussi s'est remarié avec Anne-Marie, sa seconde épouse, qui de son côté a eu 3 enfants, Benoît, Thierry et Jean-Charles. La famille Lecouviour semble en ce jour heureuse et soudée. Les convives n'arrêtent pas de célébrer le patriarche qu'ils surnomment Jean dans l'intimité. On est encore de nombreuses en tout cas années à passer avec nous. Hein. On le souhaite vraiment. Pourtant, 10 ans plus tard, un événement tragique va faire basculer l'histoire de la famille Lecouviour. Nous nous trouvons dans une petite commune du Morbihan, Grandchamp. Lorsque dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, 2 personnages vont pénétrer par effraction dans une propriété appartenant à monsieur et madame Eugène Lecouviour. Il est 23 h, une voiture va s'arrêter à quelques 100 mètres de la propriété. Ils pénètrent d'abord dans la propriété. Et ils avancent à pas comptés pour éviter de se faire repérer. Ils s'aperçoivent qu'il y a de la lumière qui s'allume, qui s'éteint, qui se rallume à un autre endroit. Et puis, au bout d'un certain nombre de minutes, cette lumière s'éteint définitivement. La présence dans la maison des Lecouviour aurait pu faire reculer les cambrioleurs. Pourtant, c'est l'inverse qui va se passer. Ils vont trouver une hache qui servait à Eugène pour couper son bois. Ils la prennent et avec force et vigueur vont pénétrer dans la véranda, faisant ainsi éclater toute la verrie. Curieusement, durant leur trajet nocturne, les cambrioleurs ne cherchent pas leur chemin, comme s'ils connaissaient déjà les lieux. Tout de suite, ils vont se diriger à l'étage. Ils vont directement dans la chambre d'Eugène Lecouviour et de ma mère. La porte qui est fermée va être défoncée d'un violent coup de pied. L'agression est violente. Les Lecouviour sont pris au piège. Les cambrioleurs, dans la chambre, vont ligoter et bâillonner Eugène. Les poignets seront ligotés, ou en tout cas enchaînés par du serflex. Les pieds, même méthode. Car les cambrioleurs ont tout préparé. Le serflex, c'est ce que l'on achète généralement dans des quincailleries qui permettent de fermer, d'ouvrir et un peu de menotter. Une fois que la boucle est terminée, il est vraiment délicat, difficile de s'en défaire. Et ils vont aussi le ligoter au pied. Ils vont lui poser un morceau d'adhésif sur la bouche, un seul morceau. Eugène est rapidement neutralisé. Anne-Marie, son épouse,
elle aussi bâillonnée et ligotée. Les agresseurs s'acharnent particulièrement sur Anne-Marie Lecouviour, 75 ans. Et chose étrange, le traitement infligé aux deux époux n'est absolument pas le même. Elle est bâillonnée d'une façon alors circulaire, et à force de bâillonner et d'en mettre, vous arrivez à en faire une momie. Le baillon c'est quoi? Le baillon c'est du scotch en quantité impressionnante, 21 morceaux de scotch d'emballage, qui lui entouraient complètement la tête. Madame Lecouviour a eu le visage entièrement recouvert d'un masque qui l'empêchait totalement de respirer. Une fois les victimes ligotées, les cambrioleurs partent à la recherche de quelque chose de très précis. Quand ils font éruption, ils crient « le coffre, le coffre, le coffre ». Les agresseurs seront à la recherche, diront-ils une première fois, de bijoux, puis d'un coffre. Les cambrioleurs semblent bien informés, mais ils ne trouveront jamais le coffre. Les agresseurs vont quitter la Chênaie finalement avec un maigre butin, puisque ça se résume, d'après les enquêteurs, à quelques bijoux. Ils ont pris l'alliance et la chevalière de mon beau-père. Ils ont arraché à mon beau-père un collier et ils lui ont pris sa montre, plus une autre montre à mon beau-père qui devait traîner par là. Mais ils n'ont pas volé d'autres bijoux. Environ 1 heure plus tard, les cambrioleurs quittent les lieux. Lorsqu'ils sont partis, Eugène va réussir à se libérer, à se défaire de ses liens. Et il arrive à se relever, se mettre à 4 pattes. Il se dirige vers la salle de bain, et là, dans la salle de bain, il trouve un coupe-ongle. Et avec ce coupe-ongle, je répète, les mains serrées, il arrive à retourner le coupe-ongle et à couper le lien plastique. Ensuite, il s'est dirigé vers maman. Il a essayé de lui arracher le sparadrap, mais comme elle en avait partout, il a eu beaucoup de mal. Il est allé chercher une paire de ciseaux. Il s'est aperçu qu'elle ne respirait plus. Il a pu constater qu'elle était morte. Donc, une triste constatation, il n'a pas pu et il ne pouvait plus rien faire. Il appelle sa fille. Il appelle sa fille et charge à elle d'appeler les secours. Ce qu'elle va faire avant de quitter son domicile pour se rendre à la Chênaie. En cette nuit du 9 au 10 avril 2009, les secours arrivent sur les lieux du drame, à Grandchamp, dans la propriété de la Chênaie. Le domaine des Lecouviour est isolé. 4 hectares à l'abri des regards, protégés par plusieurs allées de sapins. Les pompiers ne peuvent que constater le décès. Anne-Marie Lecouviour est morte asphyxiée. Les gendarmes recueillent alors le témoignage du rescapé Eugène Lecouviour. Le vieil homme est en état de choc. Les enquêteurs procèdent ensuite méthodiquement aux premières constatations sur la scène de crime. Les gendarmes le savent, ce sera une enquête sensible car les cambrioleurs viennent de tuer l'un des membres d'une des familles les plus renommées de la région. Alors, une question est sur toutes les lèvres. Qui aurait pu en vouloir à cette figure locale ? Dans le petit village de Pluvigné, tout le monde connaît Eugène Lecouviour, un homme respecté et sans ennemis. Eugène Lecouviour, c'est vraiment une figure dans la région. D'abord, il a été maire pratiquement pendant 30 ans de Pluvigné, de 1966 à 1995. Il a été conseiller régional, il a été conseiller général. C'était aussi le premier employeur du canton. C'est l'homme qui a réussi, c'est l'homme du pays, quoi, qui a fait fortune. C'est un autodidacte qui, au départ, s'est lancé dans la fabrication de matelas, puis dans la fabrication de lits d'hôpitaux. Et les premiers matelas qu'il livrait, il les livrait à la brouette, quoi. C'était le petit artisan.
Et puis au fur et à mesure, l'entreprise vraiment a grandi pour devenir une très grande usine et, voilà, et devenir leader à un temps pour la fabrication des lits d'hôpitaux. Eugène Lecouviure, c'est l'homme qui a donné du travail aux gens de la région. C'est quelqu'un de très respecté, admiré. C'est une sorte d'autorité dans son domaine. D'ailleurs, quand il se promenait dans la rue, c'était pas voilà monsieur le maire, c'était tiens voilà le patron quoi. C'était vraiment le patron. C'est vrai qu'il a une image de notable et puis bon à Pluvigné, il a quand même fait travailler sans doute pratiquement les 3/4 du petit village. Début 90, le patron Eugène Lecouviure devient un entrepreneur millionnaire lorsqu'il revend sa société à un groupe américain. En 91, donc l'entreprise a cru, s'est développée. C'est une très belle entreprise qui marche très bien. Donc, elle est rachetée par un groupe américain spécialisé dans la fabrication des lits d'hôpitaux. Elle est vendue pour un montant de près de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Cette fortune va être partagée en 5 parts égales entre Eugène Lecouviure, ses 3 enfants et sa première femme, Lucienne. Soit 12 millions d'euros pour Catherine Lecouviure et son mari, 12 millions pour Philippe Lecouviure et son épouse, 12 millions pour Jean-Jacques Lecouviure, marié à Josiane. Fortunés, dorénavant, les enfants Lecouviure sont largement à l'abri du besoin. Et on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, en tout cas c'est ce que racontent des amis de la famille, les enfants d'Eugène ont commencé un peu à flamber leur argent. C'était quand même plutôt gros 4x4, Ferrari, Porsche. Jean-Jacques Lecouviure mène grand train avec voiture de luxe et bateau de prestige. Jean-Jacques n'hésitait pas à faire preuve de l'étalage de son argent à travers l'achat d'un bateau de luxe de plus de 25 mètres. En tout cas, la maison de Jean-Jacques, on ne peut absolument pas y accéder, on ne peut même pas l'apercevoir. Il y a un mur immense autour. Quand on sonne, on a 2 caméras qui nous font face. Il y a 2 piscines, une piscine extérieure, une piscine intérieure. C'est une maison à colonnade. Catherine, sa sœur, s'achète un manoir à la sortie de Pluvigné. Philippe, l'autre frère, s'achète plusieurs maisons. Voilà, on sent que l'argent est là, qu'il tourne et qu'ils en profitent. Seulement la belle vie des enfants Lecouviure n'aura qu'un temps. 10 avril 2009, l'enquête chez les Lecouviure démarre. Première interrogation des gendarmes. Pourquoi les cambrioleurs n'ont-ils dérobé ni le mobilier, ni les objets de valeur qui se trouvaient pourtant dans cette maison cossue? Car derrière le drame, il y a un cambriolage sans butin. Rien n'avait été touché, il y a des objets dans le séjour qui ont de la valeur, si vous voulez. Rien n'avait bougé, c'était propre, comme maman était très maniaque, tirée au cordeau, et je me dis c'est pas possible. Seconde interrogation pour les gendarmes. Pourquoi donc les cambrioleurs ont-ils exigé que les victimes leur montrent un coffre qui n'existe pas? Il n'y a jamais eu de coffre dans cette maison. Il y a eu effectivement, à droite du lit dans la chambre, un endroit qui pouvait s'appeler une cache. Et en fait, cette cache, c'était dans la chambre de mes parents. Ça faisait comme des étagères. Et donc, quand on retirait cette partie, il y avait un vide sanitaire, quoi, où il y avait tous les câbles qui passaient. Mais il y a très très longtemps que cette cache était désaffectée. Tout le monde dans la famille, d'un côté comme de l'autre, sait qu'il n'y a pas de coffre. Autre découverte des gendarmes le lendemain du drame. Entre les enfants d'Eugène et ceux d'Anne-Marie semble régner une étrange rancœur. Il y a une ambiance très lourde, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les enfants d'Eugène et de l'autre côté les enfants d'Annette. Il y a des regards lourds, il y a une tension palpable, enfin c'est... Très vite, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Le bon vieux temps où l'on fêtait l'anniversaire d'Eugène semble révolu. Les gendarmes notent ce mauvais climat familial sans trop savoir quelle conclusion en tirer.
pour le moment. 12 avril 2009, 48 heures après le cambriolage chez le Lecouviour, l'enquête des gendarmes est au point mort. Ils n'ont pas la moindre idée de l'identité des agresseurs. C'est alors que les gendarmes vont recevoir un appel téléphonique inattendu. Un témoin anonyme accuse l'un de ses amis d'être l'un des cambrioleurs responsables de la mort de la vieille dame de 75 ans. Il a un de ses amis ou une connaissance qui lui a parlé d'une magouille à faire pour le 10 avril. Il fait le rapprochement avec les faits qui se sont déroulés à Grandchamp en lisant un article dans la presse. Grâce à ce témoin, l'enquête sur la mort d'Anne-Marie Lecouviour va progresser de manière spectaculaire. L'homme s'appelle Marc Guérard. Moi, j'ai pris la décision de téléphoner à la gendarmerie parce que personne ne voulait en parler. Tout le monde voulait se taire. Après avoir lu le journal, Marc Guérard a paniqué. L'homme sait tout du cambriolage et il a été choqué par la mort d'Anne-Marie Lecouviour. C'est où on a une conscience ou on n'en a pas. Vous croyez qu'on s'attaque à une vieille dame de 72 ou 75 ans comme ça? Dans un premier temps, Marc Guérard ne veut pas dénoncer son ami cambrioleur. Il choisit alors d'alerter anonymement les enquêteurs. Lors de cette conversation, il finit par se laisser convaincre de déposer officiellement. Ce qu'il va dire va s'avérer crucial pour l'enquête. Car ce témoin providentiel va livrer le nom d'un des hommes cagoulés qui est allé frapper dans la propriété des Lecouviour. Comme c'était tout chaud, tout frais, j'ai dit texto, moi, ce jour-là, aux gendarmes, ce que Wens venait de me dire. Wens, autrement dit Wenceslas le Cerf. C'est cet homme qui aurait cambriolé chez les Lecouviour. Ce père de famille de 31 ans, conducteur d'engin et portier dans une discothèque, aurait réalisé ce cambriolage pour arrondir ses fins de mois. Seulement, le Cerf ne sait pas tenir sa langue. Avant le cambriolage, il s'est vanté devant son ex-compagne, Sophie Querello. Alors, il m'a dit, je peux être sur un coup et me faire beaucoup d'argent. Le lendemain du cambriolage, l'ex-petit ami de Le Cerf ainsi que Marc Guérard pensent qu'il est passé à l'acte, car l'homme a réalisé des achats conséquents. Donc il était parti s'acheter gants de moto, casque moto tout neuf, bottes, pantalons, enfin toute la panoplie. Donc de là, ça confirme qu'il a eu de l'argent. Je veux dire, il n'aurait pas pu acheter tout ça s'il n'avait pas eu de l'argent, Wens. Donc c'est qu'il avait fait la chose. Les gendarmes ont identifié l'un des cambrioleurs. Ils partent donc l'arrêter. Donc le dimanche 12 avril, les enquêteurs vont interpeller Wenceslas le Cerf. Et il va rapidement se mettre à table, en garde à vue. Donc il va reconnaître qu'il faisait bien partie du commando de 2 personnes qui sont allées cambrioler la maison des Lecouviour. Et le Cerf va livrer aux enquêteurs l'identité du second cambrioleur. Un certain Guénolé Madé est lui aussi arrêté. Le cambriolage chez les Lecouviour est en passe d'être élucidé. Pourtant, face aux gendarmes, les 2 cambrioleurs vont livrer des secrets qui vont donner une stupéfiante tournure à l'enquête. 2 jours après le drame, le Cerf, l'un des cambrioleurs, est en garde à vue. Lorsqu'il fait une incroyable révélation. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un banal cambriolage, mais d'une opération commanditée. Très vite, il va avouer effectivement ce coup, mais dire qu'il en fait, ce coup a été commandé par un autre personnage qui s'appelle Loïc Duguet. Loïc Duguet, 43 ans, est un paysagiste de la région. Mais cet homme tranquille a une particularité qu'il va dévoiler aux gendarmes lors de son arrestation. Il est aussi le jardinier d'un des fils d'Eugène Lecouviour, Jean-Jacques, marié à Josiane Lecouviour. Et lorsqu'on le questionne sur le cambriolage, voici ce qu'il déclare. Lui dit que ce n'est pas non plus son idée, mais qu'en fait, il l'a fait sous l'ordre de Josiane. Et Josiane, c'est Josiane Lecouviour, qui n'est autre que la belle-fille d'Annette Lecouviour.
Les enquêteurs sont abasourdis. Mais il y a plus stupéfiant. Les 3 suspects avouent qu'ils avaient reçu un ordre de la part de Josiane Lecouviour. L'ordre de tuer sa belle-mère, Anne-Marie Lecouviour. Monsieur Le Cerf, sur une question qui lui était posée, a répondu qu'on lui avait clairement demandé d'éliminer sans ambiguïté Madame Lecouviour. Il a dit qu'il a fait le coup qu'il devait faire et puis qu'il avait rayé Madame Couviour. Point, c'est tout. Lui, il est allé là-bas pour ça, il n'était pas allé pour un cambriolage. Il devait faire passer ça pour un cambriolage. Le but dissimulé, c'était de tuer Anne-Marie Lecouviour en faisant croire à un cambriolage ayant mal tourné. Un des termes qu'il emploie, c'était il fallait scotcher la vieille dame. Le jardinier a reçu la même consigne, éliminer la belle-mère. Loïc Duguay avoue que Madame Lecouviour lui a demandé de commettre un meurtre, c'est-à-dire d'assassiner sa belle-mère. Ça confirme l'idée que Eugène et Annette n'ont pas été ligotés de la même façon. En fait, chaque cambrioleur avait reçu des instructions très précises concernant les victimes. Wens m'a dit que lui s'était occupé de Madame Couviour et que Guénolé Madé, lui, devait s'occuper de Monsieur Lecouviour. Donc il devait le bâillonner, le ficeler, lui mettre 1 ou 2 coups, mais il ne devait pas décéder, parce qu'ils étaient venus là pour Madame Couviour. Ce que résume très bien le jardinier lors de ses interrogatoires. Il ne fallait s'en prendre qu'à Madame et ne pas faire de mal à Monsieur Lecouviour. 13 avril 2009, 3 jours après le drame, Josiane Lecouviour est interpellée. Comment cette femme au foyer de 60 ans, totalement inconnue des services de police, a-t-elle pu orchestrer un crime contre sa belle-mère? À Rennes, les gendarmes interrogent Josiane Lecouviour et lui demandent de raconter sa vie, afin de comprendre pourquoi elle aurait commandité le cambriolage. Alors Josiane Lecouviour est la 2e femme de Jean-Jacques Lecouviour, qui est donc un des fils d'Eugène. C'est une femme qui s'est mariée une première fois à 18 ans, qui a divorcé. Elle fait la rencontre de Jean-Jacques Lecouviour et avec Jean Lecouviour, ça va être le grand amour. Ils ont une belle maison à l'Armor-Plage et ils emploient pendant 10 ans, à plein temps, un jardinier qui n'est autre que Loïc Duguay. Le jardinier et ses patrons sont très liés, à tel point que Josiane Lecouviour et son mari iront jusqu'à prêter au paysagiste 15 000 € sans intérêt afin qu'il monte sa société. L'argent sera remboursé, mais le jardinier vis-à-vis de sa patronne Josiane Lecouviour se sentira toujours redevable. Il n'y a plus de dette financière, mais il y a peut-être une dette morale. En tout cas, il y a un lien fort. Loïc, il a envie de faire plaisir à Josiane. Et Josiane Lecouviour en profite. Durant des mois, la belle-fille d'Eugène tente par tous les moyens de persuader son jardinier de mettre sur pied son projet de faux cambriolage. Je crois que ça fait presque 2 ans qu'elle en parle et qu'elle essaye de le persuader. Au début, il ne veut pas et puis il finit par accepter. Peut-être qu'au bout d'un moment, il en a marre, lui aussi, qu'on lui rabâche les oreilles avec cette histoire-là. Hein, donc le meilleur moyen, ce serait encore que de trouver quelqu'un, puisque lui n'est pas capable de le faire, de trouver quelqu'un qui, lui, serait capable de le faire. Le jardinier répond enfin au désir de sa patronne. Il ira recruter des hommes de main pour faire le cambriolage. Un recrutement très singulier. Le jardinier ira chercher les cambrioleurs lors d'une fête entre amis, tout simplement. Je devine que le cerf, à la fête en question, a dû la ramener hein, et se dire capable de plein de choses. En tout cas, donner l'impression d'être celui qui pourrait faire l'affaire. Et Wenceslas accepte de faire le coup pour lui, en échange de 20 000 €. Pour le cambriolage chez ses beaux-parents, Josiane ne laisse rien au hasard. D'abord, elle dessine un plan pour les cambrioleurs. C'est Josiane qui va établir un plan de la maison à main levée, comme ça. C'était les plans de la maison. Ce plan comprend le plan du rez-de-chaussée, le plan du premier étage.
Ensuite, Josiane Lecouviour demande que les deux agresseurs volent un certain nombre de bijoux, comme preuve de leur passage. Josiane Lecouviour a des exigences. Elle exige que les exécutants récupèrent un certain nombre de bijoux. Il devait ramener les bijoux de la main et de ce qu'il y avait dans le coffre à la belle-fille Couviour pour prouver qu'il avait bien été là-bas faire ce qu'il devait faire. Les bijoux volés seront comme prévu remis à celle qui a commandité le cambriolage. Il décide donc de les enterrer dans un coin de jardin où ils seront retrouvés par les gendarmes en présence de Madame Lecouviour. Les gendarmes savent maintenant ce qui s'est passé. Ils doivent à présent déterminer le mobile du crime. Et voici ce que Josiane Lecouviour va leur expliquer. À l'origine de l'affaire du cambriolage, il y a une jalousie familiale entre les deux branches de la famille à propos de la succession d'Eugène. L'argent est l'élément déclencheur. Du côté des enfants d'Eugène Lecouviour, ils ont le sentiment, en tout cas de la part de Josiane, qu'Annette essaye de capter le maximum de l'héritage possible pour ses propres enfants. Ils sont tenus à l'écart, et plus ils cherchent à se rapprocher, plus on les tient à l'écart, donc ça devient quelque chose qui devient obsessionnel. Le regard illuminé de Philippe Lecouviour parlant de son argent et les propos tenus par Jean-Jacques parlant de son argent à lui parce que c'était sa société, la société de ses parents et pas celle des enfants d'Annette, j'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui encore, il suffit d'écouter les uns et les autres pour se rendre compte du fossé, de la rancœur qui existe entre les deux clans. D'abord, pour le mari de Josiane, Jean-Jacques, l'argent gagné par les Lecouviour ne doit absolument pas profiter à la belle famille. Les biens d'une famille, les biens d'une façon générale, c'est-à-dire que tout le travail que l'on a pu faire, ça doit rester dans la famille, un point c'est tout. Évidemment, les enfants de la belle-mère sont d'un avis totalement opposé. Ce n'était plus l'héritage familial, puisque tout le monde avait touché sa part. C'était l'héritage qui correspondait au travail de leur père, certes, mais au travail de ma mère aussi. Je veux dire, pendant 35 ans, elle n'a pas touché de salaire, évidemment. Mais elle était là, elle était par derrière. Annette a aidé Eugène aussi dans l'entreprise, notamment quand il y a eu un dépôt de bilan. En tout cas, visiblement pour Josiane, ce n'est pas suffisant. Dans cette guerre entre les deux familles, Josiane Lecouviour a choisi son camp. Elle soutient les enfants d'Eugène dans leur combat familial. En fait, les premiers enfants Lecouviour craignent que la belle famille soit avantagée par rapport à eux, que de l'argent leur échappe, notamment lors de l'héritage. L'héritage est une obsession chez les enfants Lecouviour. Cette crainte familiale d'être déshérités ne date pas d'hier. Josiane et les enfants d'Eugène la ressentent depuis 14 ans. Un jour, l'un des enfants du patriarche recueille une confidence de la part du banquier de son père. Selon le directeur de l'agence, la plus grande partie de l'argent d'Eugène, soit environ 10 millions d'euros, reviendrait à son épouse Anne-Marie à la mort de l'industriel. Pour tous les enfants Lecouviour, c'est un terrible choc. Ils se retournent alors vers leur père. Il y a eu un déjeuner en 2006 où donc les enfants d'Eugène ont tenté de demander à leur père quels étaient ses projets en matière d'héritage. Papa, comment tu t'organises? As-tu pensé à... Et là, Eugène se met en colère. Eugène se fâche. Notre question vers lui, c'était quelles dispositions il tenait à prendre pour le futur nous concernant. Il s'est fermé. Papa se ferme, disent-ils. Papa ne veut pas nous dire. Papa n'est pas réceptif à nos questions. Papa nous dit, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Je vous ai donné votre argent, vous avez fait ce que vous en voulez. Ulcérés d'avoir été ignorés par leur père, les enfants d'Eugène Lecouviour reviennent une nouvelle fois à la charge, quelques mois plus tard. En décembre 2006, ils se présentent à la Chênaie pour proposer à leur père
ce que eux imaginent pouvoir faire avec l'argent de leur père. À savoir, papa, donne-nous à gérer ton argent, on va le gérer pour toi, et puis quand tu décéderas, eh ben, on s'engage à donner une somme à ton épouse. Et effectivement, Eugène Lecouviure a vu rouge et les a fichus à la porte. Devenus indésirables chez leur père, les enfants Lecouviure désespèrent. Se sentir, j'ai essayé d'expliquer ça un petit peu, se sentir renié par notre père. C'est-à-dire qu'il nous reniait au profit des enfants de sa femme. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a été, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On se pose encore la question. Qu'est-ce que nous avions fait pour qu'on soit rejeté comme ça, à ce point-là, par notre père, hein. Donc c'est ça le centre de l'affaire. Pour éviter d'être déshérités, les enfants d'Eugène Lecouviure n'auraient en théorie qu'une seule solution. Que la mort de leur belle-mère âgée de 75 ans survienne avant celle de leur père âgé de 90 ans. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas, la fortune du patriarche leur reviendrait. Josiane Lecouviure a-t-elle voulu donner un coup de pouce au destin? Les gendarmes le pensent. Le mobile, ce serait d'inverser l'ordre successoral, ça a été dit. Il fallait que maman parte avant pour que les enfants puissent récupérer leur père et par là récupérer surtout la fortune du père. L'enquête sur la mort d'Anne-Marie Lecouviure avance à grands pas. Les gendarmes ont les aveux des cambrioleurs et du jardinier qui ont désigné Josiane Lecouviure comme commanditaire. Ils ont un mobile, l'héritage. Et ce n'est pas tout. Une expertise sur le cou de la victime va donner encore plus de poids à la thèse d'un assassinat. Le soir du drame, Anne-Marie Lecouviure n'a pas seulement été bâillonnée, elle a été aussi étranglée. Anne-Marie Lecouviure est morte par asphyxie mécanique, due à deux causes. On l'a bâillonnée et en même temps, on a appuyé sur le cou. On appelle ça une strangulation. On s'aperçoit qu'elle a des marques de strangulation sur le cou et qu'en fait, elle n'est pas forcément morte par asphyxie à cause des scotch sur son visage, mais que visiblement, elle a été étranglée, quoi. Donc il y a eu ce sont ces deux choses qui ont fait qu'elle est morte, quoi. Donc il y a vraiment une volonté de tuer. Pour la justice, le dossier semble bouclé. Anne-Marie Lecouviure aurait été bâillonnée et étranglée lors d'un assassinat maquillé en cambriolage par sa belle-fille. Josiane Lecouviure est donc mise en examen pour complicité d'assassinat et elle est écrouée à la maison d'arrêt des femmes de Rennes. L'affaire semble limpide. Pourtant, Josiane Lecouviure va donner une toute autre lecture du drame. Selon elle, le cambriolage n'avait pas pour but de tuer Anne-Marie Lecouviure. L'objectif était de récupérer des documents cachés prouvant que les enfants d'Eugène ont été déshérités par leur belle-mère. La position de Josiane Lecouviure, c'est qu'elle n'a jamais voulu la mort de sa belle-mère. Josiane Lecouviure voulait simplement avoir accès à des papiers qui faisaient mystère. Et c'était devenu une obsession. Elle croit que Annette a accordé des prêts à ses enfants. Elle cherche également des papiers qui montreraient qu'une partie de l'héritage, ou peut-être une trop grosse partie de l'héritage, va aller du côté des enfants d'Annette. Voler des documents sur la succession. C'est également la thèse que défend le détective privé employé par Josiane Lecouviure. Josiane Lecouviure n'agit pas dans son propre intérêt. Elle agit pour l'intérêt de la famille, en règle générale. Elle voulait apporter ça à Jean-Jacques, à nous, en disant, vous voyez, j'ai quelques preuves quand même. Donc ça allait redonner, si vous voulez, l'intérêt d'avoir une discussion avec notre père. Josiane Lecouviure, comme les enfants d'Eugène, en est persuadée. Les documents qui prouvent que la belle-mère les a spoliés existent bien. Mais Anne-Marie assure les avoir cachés. Eux ne sont pas capables de savoir, eux ne parviennent pas à avoir accès à ces fameux papiers qui existent, dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Puisqu'ils n'y parviennent pas, eux, moi, Josiane, je vais y parvenir. Je vais rendre service. Josiane,
elle vit dans le service qu'elle rend aux autres. Alors, si elle peut être utile, eh ben, elle va être utile là aussi. Annette a expliqué qu'on ne trouverait pas les documents relatifs à leur patrimoine et tout, parce que c'était caché dans un coffre chez eux. Et ma femme s'était mise dans la tête de récupérer ses papiers. C'est pas plus compliqué que ça. Philippe se fouille merde, aurait dit Annette. Ne saura rien, c'est pas la peine qu'il cherche, parce que les papiers sont dans le lieu sûr. Et voilà d'où va naître l'idée du coffre. En réalité, les époux Lecouviure n'ont jamais eu de coffre, mais simplement une cache qui ne servait plus à rien. Mais Josiane Lecouviure, devant les gendarmes, assure qu'elle était persuadée de l'existence d'un coffre dans la maison de ses beaux-parents et qu'il renfermait les fameux documents sur l'héritage. En récupérant tous les documents, on pouvait demander à notre père de révoquer toutes les dispositions qu'il avait prises et rétablir certaines dispositions. Certaines dispositions, oui, dans le bon sens, voilà. Un cambriolage qui a mal tourné. Pour le moment, Josiane Lecouviure est la seule à plaider cette version, mais cela va bientôt changer. 11 mois après le cambriolage, l'enquête connaît un nouveau rebondissement. Le cerf, l'un des suspects, fait marche arrière. Il revient sur ses déclarations, comme le jardinier d'ailleurs. À présent, tous épousent la thèse de Josiane Lecouviure. Ils se sont rétractés lors de leur passage devant le juge d'instruction en disant que tous, maintenant, avaient été en fait payés pour commettre un cambriolage et pour récupérer donc des documents. Toutes les personnes sont revenues sur leur déclaration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aveu. L'un des cambrioleurs, le cerf, prétend même qu'Anne-Marie Lecouviure respirait encore au moment où il a quitté les lieux. Il a inventé, dit-il, cette histoire d'assassinat pour se couvrir. Donc il a dit, voilà, je compte changer mes dépositions, ce n'est pas un meurtre commandité, c'est bien un cambriolage qui a mal tourné. Et elle lui a dit, monsieur le cerf, pourquoi un tel changement de situation? Il a répondu, si j'ai dit ça, c'est parce que je voulais que Josiane Lecouviure prenne plus que moi. Les charges contre Josiane Lecouviure disparaissent progressivement. D'autant plus que l'ex-compagne d'un des cambrioleurs indique à la juge d'instruction qu'elle n'a jamais entendu parler d'assassinat. Moi, Owens m'a jamais parlé, mais vraiment jamais parlé, d'un meurtre ou de tuer qui que ce soit. C'était aller dans une maison, récupérer des papiers pour une sorte d'héritage. Le procès approche. La défense des accusés se met en marche. Elle veut mettre en pièces l'accusation qui parle d'assassinat. Première incohérence, selon l'avocat de Le Cerf, l'un des cambrioleurs, le prix du contrat. On voit mal quelqu'un comme M. Le Cerf, sachant quand même qu'il n'est pas stupide, qu'il sait très bien qu'un assassinat, ça peut lui valoir 30 ans de détention, qu'il va le faire pour 10 000 € alors qu'il gagne correctement sa vie. Qu'il fasse un cambriolage, à la rigueur, voilà. Qu'on me dise qu'il ait volé une voiture, ok. Qu'on me dise qu'il ait conduit un camion d'un point A à un point B, d'accord. Alors de là à tuer quelqu'un pour 10 000 €, faudra peut-être pas abuser, quoi. Et ce n'est pas tout. Il y a aux yeux de la défense d'autres interrogations. S'il s'agissait d'un assassinat programmé, pourquoi les agresseurs n'ont-ils pas utilisé une véritable arme pour exécuter Anne-Marie Lecouviure? Il y a une arme du crime, puisque Annette Lecouviure, elle est bien morte de quelque chose, elle est bien décédée de quelque chose. Mais cette arme du crime n'est pas une arme de crime. C'est ce qu'on appelle juridiquement une arme par destination. Comme un véhicule peut être une arme par destination, comme une bouteille que l'on casse peut devenir une arme par destination. Ici, du scotch d'emballage, c'est pas en soi, c'est pas une arme de crime. Car dans les annales judiciaires, personne n'a jamais été assassiné avec du scotch. Ce n'est pas un bon moyen pour assassiner quelqu'un. On n'est pas certain de son fait lorsqu'on met du scotch sur le nez d'une personne. C'est pas suffisant. S'il s'agissait d'une tentative d'assassinat, d'abord ils avaient la hache qu'ils ont trouvée dans la propriété. Ensuite, monsieur Le Cerf, lorsqu'il a coupé les morceaux de scotch qu'il avait préparés, il en avait préparé certains, mais il en avait coupé d'autres sur place, il l'a fait avec un couteau qu'il avait à la main, dont il aurait pu également se servir. Ils avaient éventuellement leurs mains, ils pouvaient la frapper, ils étaient en possession d'un couteau
ne l'ont pas utilisé. Comment imaginer qu'on va assassiner une personne simplement en lui mettant du scotch sur la bouche et sur le nez? Aux yeux de la défense des accusés, tout démontre que les cambrioleurs sont des amateurs. Rien à voir avec des malfrats chevronnés engagés par contrat pour tuer. Madame Lecouviour demande à son jardinier de trouver quelqu'un pour aller récupérer ses documents qui se trouvent dans la maison d'habitation de ses beaux-parents. Elle ne sait même pas qui va intervenir. Et ce jardinier qui n'est pas une personne malhonnête, a priori, il n'a pas d'antécédent judiciaire, il n'a jamais eu affaire aux personnes du milieu. Eh bien, il va aller chercher de vagues connaissances, des personnes qui eux-mêmes ne sont pas des professionnels, n'ont même pas d'antécédent judiciaire. Ça cadre pas. Il y a une impréparation totale sur la façon d'entrer dans la maison et de se dire qu'on aurait pu préparer à l'avance le scénario consistant à entourer malheureusement la tête de Madame Lecouviour de scotch, ça cadre pas. Ainsi, selon la défense, si Anne-Marie Lecouviour est morte, ce ne peut être que le résultat d'un triste concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il s'agit bel et bien d'un accident dû à un comportement irresponsable de pieds nickelés. Celui qui s'occupe de Madame Lecouviour se maîtrise plus, et puis au lieu de 3 ou 4 morceaux de scotch destinés à simplement l'empêcher de crier, c'est ce qui était prévu au départ, c'est ce qu'il avait mis sur ses manches, il va lui entourer complètement la tête de scotch, il devient fou, comme quand il tape dans les murs, quand il est violent, qui transforme la maison en gruyère. Dixit son ex-épouse. Enfin, et surtout, rien ne prouve, selon la défense, l'intention de tuer. Car aucun expert n'affirme avec certitude que la cause du décès d'Anne-Marie Lecouviour est la strangulation. Strangulation, au plan médico-légal, d'après ce que j'ai compris, ça ne veut pas dire étranglement, étranglement assassin, étranglement meurtrier. Ça veut dire enserrement. Et c'est pas parce que la victime a été enserrée, j'ose même le mot étranglée, que pour autant son agresseur a voulu la tuer par étranglement. Je ne crois pas que les experts nous disent qu'ils sont sûrs à 100% qu'il y a une strangulation qui a provoqué la mort. S'il y a des marques, ce ne sont pas des marques d'étranglement au sens la tuer par étranglement, c'est pas ça. S'il y a des marques, c'est des marques de préhension, c'est des marques pour la tenir, pour qu'elle ne bouge pas, pour pouvoir lui apposer ce bâillon. Voilà les futures plaidoiries de la défense. Un cambriolage qui a dérapé. Aujourd'hui, tout le monde s'est rallié à la défense de Josiane Lecouviour. Au procès, il n'y aura plus qu'une seule personne pour parler d'assassinat. J'aimerais bien, moi, pouvoir remonter le temps et prévenir son mari et dire, voilà, je connais quelqu'un, il va être payé pour faire ça. Parce que moi, je vous promets que quand Wayne s'est parti pour faire ça, c'était pas pour faire un cambriolage. C'était bien pour assassiner quelqu'un. Cet homme, c'est le témoin clé de l'accusation, Marc Guérard, l'homme qui avait révélé l'identité des cambrioleurs aux gendarmes. Il est aujourd'hui seul contre tous, car en l'espace de quelques mois, tout le monde a changé de point de vue. À son procès, Josiane Lecouviour pourra compter sur un soutien pour le moins inattendu, celui de son beau-père, Eugène Lecouviour. On aurait pu penser que le patriarche allait en vouloir terriblement à sa belle-fille. Pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. Eugène Lecouviour vole maintenant au secours de Josiane et ferme la porte aux enfants de son épouse décédée. Depuis la mort d'Annette, quelques temps après, Eugène a coupé les ponts avec les enfants d'Annette. D'abord déjà, dès le lendemain de ce cambriolage raté, dès la mort d'Annette, dès le lendemain, toutes les serrures de la maison de Grandchamp ont été changées. Alors que les enfants d'Annette avaient les clés, quoi. Là, ils n'ont plus de clés, c'était quand même la maison de leur mère. Après, Eugène s'est rapproché de ses enfants. Il soutient sa belle-fille, qui est pourtant mise en examen pour complicité d'assassinat sur sa femme. Mais comme m'a dit Philippe, il a pardonné. Pour lui, il pense que c'est un cambriolage qui a mal tourné.
Un revirement qui choque les enfants de la disparue. Comment mon beau-père peut venir soutenir l'accusé quand même? Comment il peut venir soutenir la femme qui a commandité, même si on a réussi à lui faire croire que c'était un cambriolage, c'est elle qui a commandité le meurtre. Je veux dire, en venant la soutenir, il vient aussi soutenir les deux personnes qui ont assassiné ma mère. Et tout d'un coup, comme ça, j'ai vu 35 ans de la vie de ma mère qui a été balayée, bafouée. Ça a été, je crois que ça a été, ils m'ont envoyé pas mal de gifles, mais là, ça a été la plus magistrale que j'ai reçue après la mort de maman. On ne comprend pas que, quelles que soient les raisons de ce massacre, de ce drame, Eugène Lecouviure puisse avoir encore un peu de tendresse, de respect pour celle par qui le drame arrivera. Plus étonnant encore, 1 an après le drame, le beau-père de Josiane exige que l'on consigne dans le dossier d'instruction une phrase entendue lors de l'agression. Voilà. Eh oh. Ça va? Une phrase qui risque de bouleverser toute l'affaire. Il dit qu'il a entendu un des deux hommes demander à sa femme si ça allait, du style « ça va madame, vous allez bien ?» Et voilà, ça lui est revenu 1 an plus tard et cela prouverait qu'en fait, il n'y avait pas l'intention de la bâillonner trop fortement et de l'asphyxier en fait. Les assaillants, les deux personnages étaient là. L'un d'entre eux a demandé ça va madame ou ça va aller madame, quelque chose du style. C'est une question qu'on ne pose pas à quelqu'un que l'on est chargé de tuer. On ne parle pas à un cadavre. C'est qu'ils pensaient que cette personne aurait encore la capacité de respirer. Avec ce souvenir très tardif de la part de son beau-père, Josiane Lecouviure a désormais un argument de poids pour appuyer sa version devant la justice. Cependant, rien ne dit qu'Eugène Lecouviure aurait entendu le soir de l'agression cette fameuse phrase qui disculpe sa belle-fille. Nous savons que Eugène Lecouviure avait une légère, j'allais dire dysfonctionnement au point de vue auditif. Donc c'est qu'il n'avait pas son appareil, il n'a donc pas perçu immédiatement les bruits et les agressions. Ce sera au juré de la cour d'assises de trancher sur ce point, et ce n'est pas le seul. Lorsque, dans quelques mois, le procès de Josiane Lecouviure et de ses complices s'ouvrira, une question essentielle se posera au juré et au juge, celle de la date choisie pour cambrioler la maison. Une énigme qui divise encore les deux clans. Il y a quelque chose de bizarre, c'est-à-dire qu'ils viennent dans cette nuit-là, entre le jeudi et le vendredi, cambrioler à minuit cette maison, alors que quelques jours auparavant, Eugène Lecouviure et sa femme étaient dans leur maison du midi de la France, à Vence. Donc s'ils avaient envie de cambrioler la maison, c'était tellement plus simple d'y aller quand il n'y avait personne. Comment imaginer un seul instant que des cambrioleurs avertis, mandatés par un commanditaire, n'aient pas commis leur acte avant le retour de monsieur et madame Eugène Lecouviure, où en toute quiétude, cette maison n'étant pas habitée, ils avaient tout le loisir d'aller rechercher les éventuels documents, pièces, vérifier éventuellement s'il y avait un coffre, en un mot, commettre un vol ou un cambriolage. À cette question, les avocats des accusés ont une réponse. Pourquoi aller le jour où les époux Lecouviure sont chez eux? Eh bien, ils ont déclaré que quand on veut aller chercher quelque chose dans un coffre, il vaut mieux que les propriétaires du coffre soient là, parce que si les propriétaires du coffre sont là, on va pouvoir obtenir d'eux qu'ils vous donnent la combinaison du coffre. Ça va être plus facile. Ce que m'a dit M. Le Cerf, c'est qu'il avait besoin que les personnes soient présentes sur place, parce que n'étant pas un spécialiste du forçage de coffre, et surtout ne sachant pas où le coffre se trouvait, il avait absolument besoin de savoir, un, l'emplacement, et deux, la combinaison pour pouvoir l'ouvrir. Donc nécessairement, il avait besoin donc, que les propriétaires soient présents sur place pour pouvoir leur arracher ces informations. Ce sera au juré des assises de trancher lors du délibéré.
Des jurés qui devront surtout déterminer s'il s'agit d'un assassinat ou s'il s'agit d'un vol qui s'est soldé par un drame, car le verdict ne sera pas le même. Si l'assassinat est retenu par les jurés, Josiane Lecouviour et les autres accusés risquent la perpétuité. Si par contre les jurés retiennent la thèse d'un simple cambriolage qui a mal tourné, les 4 accusés risquent d'être condamnés à des peines de 3 à 10 ans de prison. Tout sera donc affaire d'interprétation. En attendant le procès, il reste une certitude. Dans les semaines qui ont suivi le drame, Eugène Lecouviour a fait ce dont rêvaient depuis des années ses enfants. Il a changé son testament en leur faveur. Après la mort accidentelle d'Annette, notre père, sur sa décision personnelle, a révoqué les dispositions antérieures et a pris des dispositions en notre faveur. Les enfants Lecouviour ont donc atteint leur objectif. L'héritage de leur père leur reviendra. Mais c'est au prix d'un terrible drame que les enfants d'Eugène ont fini par récupérer la fortune familiale. Une fortune dont personne n'imaginait qu'elle aurait un goût si amer.